Bonjour à tous, mesdames et messieurs, je m'appelle Pascale Tremblay, je suis présidente directrice générale du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants, mais pour aujourd'hui, je serai l'animatrice de la journée. Dans le cadre du suivi annuel de la politique bioalimentaire 2018-2025, rappelez-vous, nous nous étions engagés à nous réunir annuellement. C'est donc aujourd'hui la première rencontre annuelle des partenaires. Cette politique, ayant pour titre « Alimenter notre monde », est née d'une réalisation commune entre l'État et les parties prenantes du secteur bioalimentaire. C'est donc sur cette même base collaborative que nous ferons le bilan année après année. Donc, la première partie de la journée sera consacrée à la présentation du progrès des 7 cibles de la politique. Par la suite, nous survolerons chacune des orientations de la politique pour faire le décompte des principales mesures qui les soutiennent. Nous allons également explorer des pistes permettant d'aller plus loin. Et puis enfin, nous terminerons cette journée en abordant comment se fera la mise en œuvre et quelles sont les suites à donner. Aujourd'hui, nous avons une table ronde composée des représentants des producteurs agricoles et des pêcheurs, des transformateurs, détaillants et restaurateurs, des consommateurs et des partenaires de la société civile. Ajoutons à cela que tous les autres participants qui nous entourent, autour de nous, auront l'occasion, à des moments précis de la journée, de prendre la parole pour réagir au contenu qui sera présenté. Pour favoriser les échanges avec tout l'auditoire, je serai accompagnée d'un co-animateur que vous connaissez très bien, très connu du secteur bioalimentaire, qui est Lionel Levac. Lionel, veux-tu te lever? Bon. Au cas où quelqu'un ne le connaîtrait pas. L'événement d'aujourd'hui est capté en vidéo et sera rendu disponible sur le site Web du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation au terme de la journée. Maintenant, vous pouvez accéder à Internet en sélectionnant le réseau Wi-Fi, forfait 2 CCD. Le mot de passe est, je vais le répéter, QNB8V4ZX en minuscule, QNB8V4ZX. Ces renseignements sont aussi inscrits sur les cartons placés sur vos tables. Ne perdez pas les cartons, ils vous seront utiles. Eh bien, je ne vous dirai pas de fermer vos cellulaires, au contraire, gardez-les ouverts, car nous vous encourageons à les utiliser. Simplement, optez pour le mode silencieux. Avant d'aller plus loin, nous allons ouvrir cette rencontre de façon officielle. Le premier ministre du Québec, M. François Legault, ne pouvait se joindre à nous aujourd'hui, mais il tenait absolument à nous adresser la parole. Alors, pour donner le coup d'envoi à nos travaux, je vous invite à regarder la vidéo qui suit. Je suis content de vous dire bonjour à tous ceux qui sont réunis pour cette première rencontre pour la politique bioalimentaire 2018-2025. C'est important, ceux qui nourrissent les Québécois. Ça donne des emplois à 500 000 personnes au Québec. Donc, c'est notre devoir comme gouvernement de vous aider à nous nourrir. Je sais que vous avez un très bon ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, qui est passionné, qui est un entrepreneur, comme la plupart d'entre vous. Et donc, ensemble, on va vous aider à innover. On va vous aider à ce qu'on fasse encore plus, pour qu'on fasse encore mieux pour tous les Québécois, grâce à vous autres. Merci. Et nous, on remercie Monsieur le Premier ministre. Maintenant, pour ses remarques d'ouverture, je cède la parole au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Monsieur André Lamontagne. Un, deux. Ah, voilà. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je ne vous saluerai pas tous là, par votre nom, votre titre et tout ça. Il y en a plusieurs d'entre vous que j'ai rencontrés au cours des derniers mois. Mais salutations, puis d'être ici à Drummondville. Vous savez, Drummondville, là, je vais faire mon baratin que je raconte à tout le monde. Mais Drummondville, il y a 2 comtés. Il y a le comté de Johnson, puis il y a le comté de Drummond-Bois-Franc, puis c'est le boulevard Saint-Joseph qui nous sépare. Ben moi, mon comté, c'est Johnson, c'est l'autre côté de Saint-Joseph. Ici, c'est le comté de Drummond-Bois-Franc. Fait que théoriquement, je ne suis pas chez nous. Mais ce matin, je me sens vraiment chez nous. Puis je suis très heureux de vous accueillir à Drummondville.
Il y en a qui me demandent, ils disent « André, comment tu te sens aujourd'hui, la journée, tout ça? » Bien, je dois vous dire que je suis pas mal fébrile parce que moi, dans mes vies passées, bien, j'étais habitué de contrôler pas mal tout. Puis, depuis le 18 octobre, bien, j'en contrôle un bout, mais il y a un bon bout que je contrôle moins. Une chance, j'ai pas mal de monde qui m'aide là-dedans. Mais aujourd'hui, je sens que je ne contrôle pas grand-chose. Fait que ça fait en sorte qu'effectivement, il y a une fébrilité, mais je peux vous dire qu'il y a eu un travail immense qui a été mis en arrière de la préparation de la journée à partir de toutes les réunions qu'on a eues ensemble, mais aussi tout le travail au ministère, toute l'équipe. Alors, je suis bien confiant qu'on va passer une journée ensemble là, où on va être capable de faire évoluer notre engagement envers la prospérité du secteur bioalimentaire. Vous savez, notre premier ministre vient de témoigner, il accorde une grande importance au secteur bioalimentaire. C'est une locomotive de l'emploi au Québec, c'est une locomotive de la prospérité du Québec. Fait qu'aujourd'hui, on est réunis en tant que partenaires. C'est vraiment ça, on est partenaires engagés dans un projet commun, puis qui est la mise en œuvre de la politique. Parce que la politique, il y a deux choses. Il y a un document avec beaucoup de belles cibles, des orientations et tout ça. Mais après ça, ce document-là, ce qui est important, c'est que ça prenne vie, puis qu'il y ait de l'action. Moi, ça a été ma première intervention, une fois que j'ai pris connaissance de la politique. J'ai dit, parfait, il y a plein de monde intelligent qui ont contribué à ça. Go, mais là, il faut que ça marche, il faut qu'il y ait de l'action, il faut que ça fonctionne. Fait que c'est dans cette optique-là qu'on se rencontre aujourd'hui. Puis juste un rappel, quatre grandes orientations de la politique. Hein, c'est vraiment d'avoir une offre qui est centrée sur les besoins des consommateurs, puis on sait combien ces besoins-là changent et évoluent. Fait que l'importance, c'est que le consommateur soit au centre de notre action. L'autre chose, c'est centré aussi sur des entreprises qui sont prospères, puis qui sont durables. Si on n'est pas capable de générer un environnement où les entreprises vont prospérer, on va toujours recommencer. Après ça, naturellement, c'est d'avoir des entreprises qui sont responsables, des entreprises qui sont attrayantes. Alors ça, on doit contribuer à ça aussi. Puis naturellement, on va avoir des territoires qui sont dynamiques, puis ces territoires-là sont les premiers moteurs pour contribuer à la prospérité du secteur bioalimentaire. Fait que la politique, oui, est axée sur le consommateur parce qu'ultimement, c'est lui qui dicte ses choix. Puis ces choix-là, comme je l'ai dit, ils changent puis évoluent. Puis dans des vies passées, moi, j'ai été épicier, j'étais propriétaire de supermarché, puis je peux vous dire une chose, c'est que j'ai été témoin de l'importance des choix du consommateur, puis comment il dicte ses choix. Une semaine, il peut t'expliquer que s'il voudrait que tu fasses quelque chose différemment, il voudrait avoir un certain produit que tu n'as pas, il va revenir la semaine d'après, mais si ultimement, tu ne donnes pas satisfaction au consommateur, tu ne le reverras pas. Alors, c'est central qu'on s'articule, on articule notre effort autour des besoins du consommateur. L'autre chose aussi, une caractéristique qui est très, très importante, puis qui distingue notre politique, c'est qu'elle découle du résultat d'un travail de collaboration. Quand on y pense comme il faut, là, il y a à peu près 100 partenaires sectoriels, puis une vingtaine de ministères puis d'organismes qui ont contribué à la création. Là. En termes un peu plus jazzés, là, on dit une co-création. Mais en bout de ligne, c'est une collaboration, c'est un partenariat. Puis cette politique-là, c'est important de le rappeler, ce n'est pas la politique du MAPAC. Ce n'est pas la politique du gouvernement. C'est vraiment la politique de tous les partenaires qui y participent. Puis ces partenaires-là, là, sont ici, c'est vous. Alors, cette politique-là, là, c'est vous, c'est nous, puis sa mise en œuvre est la responsabilité de tous, ensemble. Puis ça, c'est un engagement qu'on doit prendre ensemble, de faire vivre la politique, puis qu'elle ait un succès. À propos d'engagement, je vais souligner aujourd'hui, on va avoir la présence de 3 de mes collègues du Conseil des ministres, qui vont joindre à nous à différents moments de la journée. Il y a Mme Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Benoît Charette, qui est ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, qui vont être avec nous ce matin. On a M. Pierre Fitzgibbon, qui est ministre de l'Économie et de l'Innovation, qui va être avec nous cet après-midi. Puis, on a la ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Mme Marie-Claude Bibeau, qui va se joindre à nous également sur l'heure du midi, en fin d'avant-midi, qui va être ici là, pour l'heure du midi. Vous savez, au cours des derniers mois, j'ai rencontré des représentants des groupes de consommateurs. J'ai rencontré des gens des groupes des mangeurs. J'ai rencontré des décideurs de chacun des maillons de la chaîne du secteur bioalimentaire, agriculteurs, pêcheurs, transformateurs, distributeurs, détaillants, restaurateurs, ainsi que des représentants des municipalités, des milieux de la santé, de l'environnement, de l'économie, de l'enseignement puis de la recherche. Honnêtement, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Puis une chose qui est sûre, c'est que dans un premier temps, ces rencontres-là m'ont permis d'approprier les réalités et les enjeux de chacun, mais si on va un petit peu plus macro, les réalités et les enjeux de notre chaîne bioalimentaire. Ça m'a permis de m'approprier ça. Également, ça m'a donné l'occasion de rencontrer plusieurs d'entre vous, d'avoir un premier contact
Et puis, je dois vous dire une chose, c'est que j'ai beaucoup appris, à vous parler, mais j'ai surtout beaucoup appris à vous écouter. J'ai été emballé par la quantité d'actions, les idées, les projets qui ont été proposés à chacune des rencontres. Puis une chose qui est sûre, c'est que le secteur bioalimentaire, c'est une locomotive de l'économie du Québec. Puis ce que je vois vraiment sur la table à dessin, après toutes les rencontres que j'ai eues, c'est qu'on a un potentiel énorme, puis on est rendu à un point où notre capacité à travailler ensemble et à collaborer peut donner des succès extraordinaires. Alors, à ce stade-ci, le principal défi de la politique, comme je l'ai dit, ce n'est pas juste d'avoir un document sur lequel on a des cibles, des objectifs et des principes, mais c'est vraiment d'assurer sa mise en œuvre puis de lui donner vie. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. On est liés par un objectif commun qui est de faire de la politique un outil qui va générer des répercussions qui sont tangibles sur le terrain. On veut de l'action, puis on veut des projets concrets, parce que si, ultimement, tout notre engagement, tout ce dans quoi on se commet, ultimement, si ça ne se traduit pas par des changements tangibles puis des résultats sur le terrain, bien, honnêtement, ça ne rime pas à grand-chose. Puis, que ça part avec notre premier ministre, que lui, c'est un gars d'action, bien, je peux vous dire qu'il fait des petits, parce qu'autour de lui, au Conseil des ministres, on est un peu mus par un peu les mêmes principes. C'est qu'on veut de l'action, puis on veut des résultats. On sait que les enjeux sont larges quand on parle des consommateurs, des besoins, des entreprises, des territoires, mais on peut tout mettre ça ensemble parce qu'on est plusieurs à avoir ça sur nos épaules, je peux vous dire ça. Alors, la première rencontre, elle s'inscrit dans cette perspective-là. C'est un moment important de la démarche, puis qui vise 3 objectifs principalement aujourd'hui. Faire le point sur la mise en œuvre, dresser un bilan sur la progression des cibles, puis confirmer l'adhésion à la feuille de route qui précise les actions à entreprendre pour concrétiser les orientations et les objectifs de la politique. Alors, on parle d'un plan de match, puis un plan de match sur 5 ans. Puis ça va être mis à jour chaque année. Puis les attentes des consommateurs, puis votre environnement d'affaires, c'est quelque chose qui change, ce n'est pas statique. D'où l'importance de s'assurer que notre plan de match va être en mesure de s'adapter, de changer lui aussi. Il doit s'adapter, puis il doit évoluer. Puis l'établissement de cette feuille de route-là, au cours des derniers mois, ça a entraîné vraiment une importante quantité de travail. Chacun de votre côté, les filières, les groupes, vous avez contribué pour des objectifs, des cibles, mais en même temps, au total, on a pu ramasser 500 actions qui ont été proposées par les partenaires sectoriels. On a 300 actions ou mesures qui ont été identifiées par une vingtaine de ministères et organismes. Ça, c'est sans compter la centaine d'actions proposées par les acteurs du territoire. Juste un petit... Ultimement, notre feuille de route, là, ça ressemble à ça. Une chose qui est sûre, c'est que c'est un gros programme. Mais en même temps, comme je vous dis, on est plusieurs, puis si chacun prend son bout sur ses épaules, puis qu'on se parle, on a des chances là, d'accomplir des belles choses ensemble. Alors, c'est sûr que c'est un gros programme. Aujourd'hui, on ne peut pas discuter des mérites de chacune des actions, chacune des mesures en une seule journée. Fait que ce qu'on a choisi de faire aujourd'hui, c'est de présenter les principales actions, les principales mesures pour alimenter les discussions. Alors, ce que je peux faire à ce stade-ci, c'est de nous souhaiter des échanges qui vont être fructueux, puis des échanges qui sont basés, axés sur l'engagement de chacun, la collaboration, puis le travail d'équipe. Alors, je m'arrête parce qu'on a beaucoup de pain sur la planche, puis je vous souhaite une bonne journée, puis je vous remercie encore très sincèrement de votre engagement et votre présence aujourd'hui. Alors, bonne journée à tout le monde. Alors, merci, Monsieur le ministre. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a 2 présentations qui vous seront faites dans les prochaines minutes. Tout d'abord, M. Marc Dion, sous-ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, vous fera le bilan de la progression des 7 cibles de la politique bioalimentaire. Et par la suite, Mesdames Nathalie de Marcellis-Warin et Ingrid Peigné de l'Institut Cyrano nous présenteront les faits saillants de leur étude portant sur la confiance des consommateurs envers le secteur bioalimentaire. Nous enchaînerons la discussion en table ronde pour finir avec des interventions de l'auditoire élargi. Après chaque bloc de présentation, nous vous poserons des questions auxquelles vous pouvez répondre en utilisant votre téléphone ou votre tablette. D'ailleurs, si vous étiez avec nous l'année dernière, c'est à peu près le même mode de fonctionnement. Vous serez familier avec la façon de faire. Nous allons tout de même procéder à une question test. Alors, je vous invite à sortir votre appareil mobile, soit votre cellulaire, votre tablette, votre portable, et vous vous rendez sur le site www.menti.com. Il y a des gens de l'équipe du MAPAC qui peuvent vous aider. Il s'agit de lever la main si vous avez besoin d'aide technique.
N'hésitez pas, www.menti.com. Vous entrez le mot de passe. menti.com. Menti.com. M comme Manon, N comme Nancy, TI.com. Vous entrez le mot de passe, 831993, et vous appuyez sur le bouton « Submit ». Est-ce que des gens ont des problèmes dans la salle? C'est le temps de lever la main. La question apparaîtra automatiquement sur votre écran. Vous répondez à la question et vous cliquez sur « Envoyer ». Les résultats apparaîtront en direct sur l'écran. Nous reviendrons à cette application à quelques reprises au courant de la journée et, comme je vous le disais, il y a des personnes qui peuvent se rendre à votre place si vous avez des problèmes techniques. La procédure que je viens de vous décrire est d'ailleurs indiquée sur chaque table. Alors, si tout le monde est prêt, je cède la parole à mon collègue Lionel Levac pour la tenue de la question test. Oui, donc tout le monde a pu se rendre sur le site au bon emplacement pour le vote. Et donc, cette question test, elle apparaît à l'écran. L'an dernier, si vous vous souvenez, on parlait de pneus d'hiver, mais ce n'est pas ça cette année. Avez-vous hâte qu'il fasse beau et chaud 2 journées consécutives? Je vous rappelle que c'est un test. Alors, le vote est rapide. Ah, il y a des gens qui n'ont pas hâte. Il y a quand même 10 qui n'ont pas hâte. Ah, c'est possible, ça. Des vendeurs de parapluies, qu'on me dit à ma gauche ici. Donc, 90 il y a une nette tendance quand même à souhaiter que le beau temps s'installe pour au moins 2 jours. Donc, voici, je pense que c'est concluant pour cette question test. Ce ne sera pas plus compliqué que ça tout à l'heure. Les questions vont varier, les modes de réponse vont varier un peu, mais essentiellement, vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc, à tout à l'heure. À vous, Pascal. Pardon. À partir de cette même application, nous avons convenu d'une façon supplémentaire d'échanger avec vous. Dès maintenant, et ce, à tout moment de la journée, vous aurez la possibilité de poser des questions ou de formuler des commentaires en lien avec les discussions de la journée. Une fois que vous serez connecté à Internet, rendez-vous sur le site dont je vous parlais, menti.com. Vous entrez le mot de passe que je vous ai donné, 831993. Vous appuyez sur le bouton « Submit ». Donc, c'est toujours la même procédure. Je vais vous la répéter à plusieurs reprises au cours de la journée. Et là, au bas de l'écran, vous allez vous allez appuyer sur le bouton « Poser une question ». Si vous souhaitez un éventuel retour sur votre question, votre commentaire, il est très important d'inscrire d'abord votre numéro de participant, celui qui est inscrit sur votre cocarde, et votre numéro de table. Ensuite, écrivez votre question, votre commentaire. Vous avez un maximum de 200 caractères pour l'ensemble de votre message. Encore une fois, toutes les procédures sont sur les cartons déposés sur votre table. L'équipe du secrétariat à la politique bioalimentaire se fera un plaisir d'assurer un suivi avec ce que vous nous avez fait parvenir comme message. Notez que ces questions ou ces commentaires ne seront pas affichés sur l'écran ni diffusés publiquement au terme de la rencontre. Alors, à partir de maintenant, je vous invite à prendre des notes, à lister vos commentaires, vos questions en vue de la discussion que nous aurons plus tard en table ronde. Pour favoriser la compréhension des présentations qui vous seront faites aujourd'hui, il y a des documents imprimés qui se trouvent dans votre pochette du participant. Vous pouvez d'ores et déjà vous référer au feuillet 1 qui porte le titre « Ambition et cible, état d'avancement ». C'est le feuillet 1 dans votre pochette. Tout le monde est là? Donc, je cède la parole à M. Marc Dion qui fera le point sur l'état d'avancement des ambitions et des cibles de la politique bioalimentaire. Bonjour tout le monde, Monsieur le ministre, chers collègues, chers partenaires. Au départ, je voudrais vous dire qu'on n'a pas demandé au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation d'apprendre par cœur le grand volume qui est ici. On lui a simplement demandé de comprendre les grands paramètres et les directions, surtout, où on veut aller. Je pense que ça, c'est essentiel dans notre travail. L'an dernier, on avait pris un engagement, c'est celui de faire un bilan des résultats d'une année. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire ce matin avec vous. Notre politique reposait sur 2 grandes ambitions, à savoir
Premièrement, la confiance des consommateurs dans les aliments, dans leur mode de production et de transformation. C'est essentiel dans notre affaire, c'est central, la question de la confiance des consommateurs. Nous aurons immédiatement, après ma présentation, celle de l'équipe de Cyrano, qui va aller beaucoup plus loin sur cette partie-là de la confiance des consommateurs. Deuxièmement, et deuxième grande ambition, la prospérité et la durabilité du secteur bioalimentaire. La prospérité incarne la capacité de réussir et de se développer en tenant compte des besoins des générations actuelles et futures. Pour suivre cette deuxième ambition annuellement, les données économiques sont utilisées. Le bioalimentaire économique, bilan de l'année 2018, permet de constater une belle progression du PIB, de l'emploi, de la demande alimentaire et des livraisons manufacturières. C'est plus difficile au niveau des recettes agricoles. On constate une baisse des résultats et d'une diminution, notamment due à une diminution des prix du porc et d'un rendement plus modeste en acériculture en 2018. Le bénéfice net des entreprises agricoles est également plus faible. On a appris il y a à peine quelques jours qu'il y avait une baisse substantielle du bénéfice net des entreprises agricoles. Et je dois dire, la situation pan-canadienne se présente comme cela, mais elle est encore plus forte dans le reste du Canada. Il ne faut pas se réjouir du malheur des autres. On fait juste un peu mieux, mais ce n'est pas positif. À ce bilan économique, on travaille à l'ajout d'indicateurs adaptés au secteur bioalimentaire qui permettront d'en mesurer la durabilité. Des chercheurs de l'Université Laval s'affairent actuellement au développement du cadre d'évaluation. Ainsi, motivés par ces deux ambitions, nous nous sommes fixés 7 cibles déterminantes et stimulantes. Un défi à relever ensemble. Nous nous sommes également engagés à faire le point sur notre progression. Voici donc notre bilan de l'an 1. La première cible vise un cumul d'investissements totaux de 15 milliards en 2015 et 2025. On parle bien d'un cumul ici, il faut faire attention aux chiffres. On se souviendra que ça représente près de 3 milliards de plus par rapport à la période 2006-2015. Cette cible progresse très bien. Les investissements cumulatifs ont atteint 4,1 milliards de dollars en 2018. Notre projection initiale était de 3,9. C'est donc 200 millions de plus que notre projection initiale, comme vous le voyez un peu à l'écran. On identifie aussi cette croissance autant en production animale et végétale qu'en transformation alimentaire. Comme vous pouvez le voir à l'écran, de 2016 à 2018, c'est une progression de 140 millions de dollars en production animale, de 49 millions de dollars en production végétale et de 136 millions de dollars en transformation alimentaire. Comme seconde cible, accroître les exportations bioalimentaires à l'international de 6 milliards pour les porter à 14 milliards d'ici 2025. Les exportations ont légèrement diminué en 2018 pour atteindre 8,6 milliards de dollars, alors que notre projection était de 9,1 milliards. Il manque 500 millions quelque part là. Les conflits commerciaux actuels ont une influence sur nos résultats et ont entraîné une baisse du prix de certaines denrées. Nous sommes optimistes pour la prochaine année car le dollar canadien demeure favorable et l'économie américaine tourne à plein régime. On espère bien sortir d'un certain nombre de guerres commerciales qui n'ont pas aidé à la situation. Notre troisième cible, ajouter 10 milliards à la valeur du contenu québécois dans les produits alimentaires achetés au Québec. C'est substantiel. Rappelons que nous souhaitons passer de 24 milliards en 2016 à 34 milliards en 2025. La progression de cette cible est positive. Le contenu québécois a continué sa progression pour atteindre 27,9 milliards en 2018, alors que notre projection était de 27,1 milliards. Ça se passe très, très bien de ce point de vue-là. Cette croissance est attribuable à la bonne performance de notre économie et à plus de valeur ajoutée dans nos produits et nos services. Valeur ajoutée, produits et services. Quatrième cible, doubler entre 2015 et 2025 les superficies en production biologique. Rappelons que nous souhaitions passer de 49 000 hectares en culture à 98 000 hectares en culture. Le développement
du secteur biologique connaît un grand succès. Les superficies biologiques en culture ont atteint un peu plus de 84 000 hectares en 2018, alors que notre projection était de 63 700. Il est donc permis de croire que la cible de 98 000 hectares pourrait être atteinte dès 2023, 2 ans plus tôt. De plus, ces résultats emballants ne tiennent pas compte de la performance du domaine acéricole qu'il faut souligner. C'est la première production biologique du Québec. En 2018, on comptait un peu plus de 17 millions d'entailles en acériculture biologique, ce qui correspond à plus du tiers du nombre d'entailles au Québec. Bravo au secteur biologique, nous sommes sincèrement fiers de vous. La 5e cible, dans le domaine maritime, augmenter la part des volumes de poissons, fruits de mer et autres produits aquatiques éco-certifiés à 70 %. Rappelons que notre point de départ était 52 %. Cette cible est à surveiller. En effet, notre cible a été victime collatérale de l'entrée de la baleine noire dans le golfe Saint-Laurent depuis 2017. Tout le monde a entendu parler de ce phénomène. Plusieurs mesures ont été prises, par Pêche et Océans Canada notamment, pour faire face à la problématique. Et nous sommes maintenant optimistes pour la suite des choses. Nous pouvons garder le cap vers notre cible initiale sans broncher, en espérant que la baleine dérange moins de monde. La 6e cible, augmenter la part des entreprises agricoles et de transformation alimentaire québécoises ayant implanté des pratiques d'affaires responsables. Cette cible est nouvelle. Elle devra être innovante et répondre aux attentes des citoyens. Pour pouvoir identifier notre cible, nous devons mesurer notre situation de départ, d'où on part. Un sondage a été réalisé auprès de 450 entreprises agricoles et de 400 entreprises de transformation alimentaire. Les pratiques d'affaires responsables correspondent aux pratiques utilisées par les entreprises qui s'inscrivent dans un processus d'amélioration continue en matière économique, environnementale, sociale et de bonne gouvernance. Au total, 20 pratiques seront analysées. Par exemple, en regard de l'investissement, la santé et le bien-être des animaux et l'implication sociale. Les résultats sont prévus autour de l'automne 2019, en vue d'établir une cible pour l'an prochain. Celle-ci sera proposée aux partenaires. La dernière, la 7e, améliorer la valeur nutritive des aliments transformés au Québec. Celle-ci reste également à construire. 2 outils nous aident à mesurer nos progrès, soit la composition de l'assiette des consommateurs ainsi que la valeur nutritive des produits transformés. Ce graphique vous montre l'évolution de l'assiette entre 1992 et 2017. Si on regarde la composition de cette assiette, les fruits et légumes, les céréales, la volaille, le fromage et le yogourt prennent de plus en plus de place au cours de cette période de 1992-2017. On a des données aussi, qui ne figurent pas ici, concernant une diminution pour les viandes rouges, du lait, ainsi que la régression du côté des boissons gazeuses. Concernant le graphique sur la performance nutritionnelle comparée des produits transformés du Québec et hors Québec en 2017, ce graphique mesure les produits qui respectent les seuils de consommation, c'est-à-dire 15 % de la valeur quotidienne en sucre, en sel, en gras saturé et en fibres, dépendamment du produit et de ce qu'on y trouve. Alors, c'est de trouver le pourcentage représente la part des produits qui respectent le seuil de 15 % de la valeur quotidienne. Il faut faire attention dans l'interprétation de ça. On a pour les produits du Québec et hors Québec. Pour ce qui est du suivi de la valeur nutritive, donc des produits transformés, c'est un défi de taille que nous poursuivons conjointement avec les acteurs du domaine de la saine alimentation. C'est pourquoi nous nous sommes associés dès le départ à l'Observatoire de la qualité de l'offre alimentaire de l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels. Nos résultats sont pour l'instant partiels. Il faut faire attention, là. Pour seulement 5 catégories de produits. Les céréales à déjeuner, les viandes, les pains tranchés, les soupes prêtes à servir et les barres granola. Pour l'instant, on va considérer ça comme un aperçu.
On constate, à partir de ces 5 groupes de produits, on constate qu'au moins 45 des produits étudiés respectent le seuil de la valeur quotidienne recommandée pour le sucre, le sel, les gras saturés et les fibres. On constate aussi que le Québec fait bonne figure quant à la teneur en fibres et que du travail reste à faire au niveau de la réduction en sucre et en sel. Quant aux gras saturés, la performance du Québec est comparable à la situation observée hors Québec. Notre objectif est de compléter notre échantillon à 14 catégories de produits pour avoir une vue d'ensemble beaucoup plus représentative avant de proposer. Ce qui m'importait ici, c'était de vous montrer un peu le processus dans lequel on est entré, puis à mesure que les résultats vont rentrer à l'INAF, on va être capable d'avoir des indicateurs pas mal plus solides pour un peu mesurer cette question. Voilà qui met fin au bilan annuel de nos 7 cibles, et c'est dans un souci d'amélioration continue et en conformité avec les meilleures pratiques en matière de planification stratégique que nous suivons annuellement l'évolution de ces cibles. Parce que notre destination 2025 est quand même à notre portée et que c'est ensemble qu'on va y parvenir. Merci de votre attention. Merci, M. Dion. Et pour compléter ces informations, je cède maintenant la parole à Mesdames Nathalie de Marcellus-Warin et Ingrid Peigné de l'Institut Cyrano, qui nous présenteront ce qu'on appelle le baromètre de la confiance des consommateurs. Alors, bonjour à tous, Monsieur le ministre. Avec ma collègue, nous allons vous présenter l'analyse préliminaire des résultats du baromètre de la confiance des consommateurs québécois à l'égard des aliments. Comme vient de le rappeler à l'instant M. Dion, maintenir un haut niveau de confiance des consommateurs est une ambition de la politique bioalimentaire. Cela passe nécessairement par un suivi des indicateurs. Donc, pourquoi un baromètre? Tout d'abord parce que nous souhaitons mesurer la confiance des consommateurs. Nous souhaitons suivre le niveau de confiance des consommateurs à travers le temps, donc répéter cette enquête auprès de la population québécoise à intervalles de 2 ans, mais aussi identifier les déterminants de cette confiance. Donc, on veut en faire un véritable outil d'aide à la décision, à la fois pour le gouvernement, mais aussi pour les différents acteurs de la chaîne bioalimentaire. Donc, c'est une enquête qui a été faite en ligne, réalisée très récemment, du 9 au 15 mai. Donc, c'est pour ça qu'on vous présente uniquement aujourd'hui les résultats préliminaires. Et nous avons un échantillon représentatif de la population. Donc, quand on dit un échantillon représentatif, c'est que nous avons une représentativité par la méthode des quotas au niveau des différentes variables socio-démographiques, donc le sexe, l'âge, le revenu, l'éducation, pour être sûr d'avoir une belle représentativité de nos résultats. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, évidemment, mais je voulais juste vous dire que nous avons basé ce baromètre sur un modèle qui a été développé à partir de la littérature et des données probantes. Il y a différents facteurs qui permettent d'expliquer le niveau de confiance. Alors, je viens de le dire, il y a des caractéristiques socio-démographiques qui pourraient jouer, mais il y a aussi la valeur des consommateurs, les habitudes, leurs connaissances, leurs croyances, leurs préoccupations. Et parfois, évidemment, ce qui peut expliquer la confiance, c'est aussi la confiance que l'on a dans la provenance d'un produit, aussi dans les différents acteurs du secteur, voire l'étiquetage. Donc, nous allons vous présenter quelques résultats spécifiques par rapport à ça. La première question qu'on leur a posée, c'est dans quelle mesure jugez-vous sécuritaire de consommer les grandes catégories d'aliments suivants? Alors, vous pouvez regarder, ce qui est en bleu ici sur le graphique, c'est qu'ils sont plutôt tout à fait d'accord avec ce qu'on vient de dire, c'est sécuritaire. Donc, en fait, quel que soit finalement, il y a une très grande confiance dans les aliments, peu importe la catégorie. La seule pour lesquelles on pourrait dire que c'est un petit peu moins élevé, c'est les charcuteries, qui sont avec 55% dans ce cas-là. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que pour chaque catégorie d'aliments, cette confiance est significativement corrélée avec leur consommation. Donc, c'est un peu le profil de consommation au Québec. La deuxième question est allée en fait dans les types d'aliments. Donc, lorsqu'on parle de type d'aliments, ça veut dire aliments frais, aliments peu transformés, surgelés, voire aliments préparés. Donc là, ce que vous pouvez voir, finalement, il y a une très grande confiance dans les aliments frais ou pas transformés. Ça, c'est ce qui est tout en haut, c'est 85%. Aussi, assez proche, les aliments surgelés peu transformés. Donc ça, ce sont les légumes ou les fruits qui sont surgelés. Et ensuite, la confiance chute pas mal pour se situer environ à la moitié. Donc, on est autour de 50% pour les aliments transformés, conserves, mets préparés. Et le plus faible dans le cas de cette enquête-là était les mets préparés surgelés vendus en épicerie.
Donc, pour certains résultats en bas du tableau, on s'y attendait, alors que d'autres, on était un petit peu plus surprises, notamment, par exemple, les aliments en conserve. Souvent, le niveau de confiance est plus faible. La provenance des aliments. On se pose beaucoup de questions, justement, sur les aliments importés. Là, on leur demandait, en fait, finalement, y a-t-il une différence dans la confiance qu'ont les Québécois lorsque c'est un aliment du Québec ou c'est un aliment importé? Là, ce que vous pouvez voir à droite sur le graphique, il y a 71% des Québécois qui nous ont dit qu'ils ont plus confiance dans les aliments du Québec par rapport aux aliments importés. Et ce qui est important, on a rajouté en fait sur la gauche une donnée qui avait eu lieu en fait dans le cadre de la première rencontre justement préparatoire organisée par le MAPAC dans le cadre de l'élaboration de la politique, et c'était 59%. Donc en 2016. Donc on voit que la base de confiance envers les aliments du Québec est de plus en plus solide. Donc la chaîne alimentaire du Québec bénéficie vraiment d'une très bonne base de confiance. Alors j'ai parlé de provenance d'une façon générale. On est allé plus spécifiquement dans les zones géographiques et essayer de regarder s'il y avait des différences. Donc, de façon, évidemment, en lien avec ce que je viens de dire au niveau de confiance dans les produits d'origine du Québec, on voit évidemment que tout en haut, au Québec, 91%, près de chez vous, 88%. On avait posé la question parce que, évidemment, on se pose beaucoup le contexte de local. Et là, on voit que finalement, le local tel qu'il est interprété ici est vraiment Québec. Canada. Puis après, on a deux zones géographiques et vous voyez, ça diminue beaucoup. On était un petit peu étonnés de voir en fait le pourcentage pour l'Europe et les États-Unis, c'est que la moitié des Québécois qui jugent sécuritaire de consommer des aliments cultivés ou produits Europe et États-Unis. Et après, ça chute, mais ce sont les zones Amérique du Sud, Amérique centrale, Asie et Afrique, pour lesquelles il y a un pourcentage qui est beaucoup plus faible. Donc, juste pour conclure sur cette partie-là, le chiffre qu'on voudrait que vous reteniez, finalement, c'est qu'il y a 91% des Québécois qui considèrent sécuritaire de consommer des aliments cultivés ou produits au Québec. Donc, c'est vraiment, finalement, une base quasiment proche de 100%. Bien, bonjour à tous, bonjour Monsieur le Ministre. Donc, je vais poursuivre la présentation. On a également interrogé les Québécois sur leur confiance dans les acteurs. Parce que, bien entendu, quand on parle de confiance, se retrouvent nécessairement ces acteurs qui jouent un rôle bien avant, finalement, que l'aliment ne se retrouve dans nos assiettes. Donc, globalement, ce qu'on constate, c'est que 71% des répondants considèrent que les entreprises alimentaires québécoises améliorent en continu leur façon de faire et leurs pratiques pour répondre aux demandes des consommateurs. Donc c'est un chiffre également très important. On constate toutefois qu'il y a un 20% de la population qui ne sait pas se prononcer quant à cet aspect. Par rapport à ce chiffre, puis Nathalie, vous en avez parlé tout à l'heure, nous avons différentes données sociodémographiques par répondant, une dizaine de données sociodémographiques, et on voit qu'il y a des différences justement en fonction de ces éléments-là. Les variables sociodémographiques permettent de mieux comprendre, de mieux expliquer en fait certaines réponses ou les perceptions des Québécois. Ici, vous voyez un exemple. Donc, il y a différents groupes qui se distinguent. Certaines personnes, certains groupes en fait sont beaucoup plus confiantes que d'autres que les entreprises améliorent en continu leur façon de faire et leurs pratiques. On parle ici, par exemple, des baby-boomers, 76% comparativement aux jeunes qui sont moins confiants. Des francophones, beaucoup plus nombreux que les anglophones et les allophones. 75% des francophones estiment que les entreprises améliorent en continu leur façon de faire versus seulement 49% des anglophones, 55% des allophones. Et nous avons, à l'inverse, certains groupes de personnes qui sont beaucoup plus sceptiques que d'autres. On parle ici des travailleurs des sciences et des professionnels ou des habitants de la grande région de Montréal, comparativement à d'autres régions du Québec. Alors, compte tenu des changements démographiques actuels, ce sont vraiment des éléments qui sont très importants à prendre en considération pour le futur, et d'autant plus quand on parle de confiance. Quand on parle de confiance dans les acteurs, globalement, on constate une grande confiance dans les différents acteurs, peu importe les acteurs, la confiance étant toutefois plus grande envers les producteurs par rapport aux transformateurs et détaillants. On était allé un peu plus loin, on avait distingué différents éléments dans lesquels on demandait le niveau de confiance, et ce qu'on constate, c'est que la confiance des consommateurs est la plus faible lorsqu'on leur demandait si les acteurs améliorent en continu leurs pratiques pour protéger l'environnement. Donc ça, c'est un élément à considérer aussi dans les pratiques de tous les jours au niveau des entreprises. Un autre élément qui peut expliquer notre confiance dans les aliments, c'est bien entendu l'étiquetage. Il s'agit en réalité de la première chose qu'on voit lorsqu'on achète des aliments en épicerie.
Alors, qu'en est-il au Québec? Est-ce que la population a confiance dans ce qui est écrit sur les étiquettes? Alors, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, il y a plusieurs constats qu'on peut tirer. La première chose que vous voyez tout en haut du graphique, le logo Aliments du Québec est l'attribut pour lequel les Québécois ont le plus confiance parmi une liste de 19 attributs. Là, vous avez juste le haut du tableau, certains éléments, mais on avait 19 éléments qu'on a pour lesquels on a interrogé les Québécois. 72% des Québécois font confiance au logo Aliments du Québec. Pour d'autres attributs, on s'aperçoit que le niveau de confiance est relativement faible. Donc, ce que vous voyez en bleu, c'est la proportion des Québécois qui ont plutôt confiance ou tout à fait confiance, et on voit qu'elle est souvent en dessous de 50%. Plus particulièrement en dessous de 50% pour tous les attributs qui concernent les intrants ou les modes de production. On voit la mention sans antibiotiques, la mention sans pesticides, sans OGM, la certification biologique. Ce sont des pourcentages compris entre 38 et 42% de la population qui fait plutôt ou tout à fait confiance dans ces éléments-là. Alors, il est toutefois important de nuancer ces propos, puisque la confiance est grandement influencée par le niveau de connaissance des consommateurs. En effet, comme vous le voyez ici, on a constaté une grande méconnaissance relativement aux mentions sans OGM et à la certification biologique. Quelques exemples. Donc, on avait vraiment des questions sur la connaissance des Québécois. La première partie sur les OGM, on s'aperçoit que 27% des Québécois considèrent en fait que la population en fait a la bonne réponse, à savoir qu'il n'y a aucun étiquetage obligatoire pour les OGM. Il y a 45% de la population qui pense qu'il y a un étiquetage obligatoire pour les OGM au Québec, 28% qui ne le savent pas. Au niveau de la mention biologique, maintenant, là, on voit également une méconnaissance des mécanismes de contrôle qui sous-tendent cette certification. En effet, les perceptions sont très partagées. 40% de la population considère que la certification biologique est faite sur la déclaration simple du producteur, un autre 40% qui a un contrôle réel sur l'entreprise par un organisme indépendant et 20% sur je ne sais pas, c'est-à-dire la confusion par rapport à cette certification. Un autre élément, c'est qu'il y a un amalgame qui est fait souvent aussi entre sans OGM, biologique, puisque 27% pensent que les aliments biologiques contiennent, par exemple, des OGM. Alors, tous ces constats nous laissent croire qu'il y a vraiment un besoin de sensibiliser, de mieux informer la population concernant l'étiquetage et plus particulièrement la certification biologique, car nous ne sommes pas sans savoir, bien entendu, que obtenir cette certification pour un producteur, c'est non seulement coûteux, mais ça requiert également le respect de normes techniques strictes qui sont régies par le CAR-TV au Québec. Alors, cette méfiance quant à l'étiquetage se traduit également dans les préoccupations des Québécois. Voici un zoom sur les principales préoccupations. Je vous ai mis à peu près le top 10. On avait 35 enjeux alimentaires pour lesquels on interviewait les Québécois. Alors, outre le prix des aliments, qui était la première préoccupation des Québécois, 83% des Québécois sont préoccupés ou très préoccupés par le prix. Nous avons 4 grandes catégories qui se distinguent par rapport aux principales préoccupations. Tout d'abord, les intrants, puis on l'a vu avec l'étiquetage, tout ce qui touche les pesticides, les antibiotiques, les hormones. On a tout ce qui touche également à la salubrité et à l'hygiène. On parle ici aussi des maladies d'origine alimentaire, salmonellose, E. coli, listériose. L'enjeu qui touche à l'accès des aliments frais proches de chez nous, donc on parle ici d'accès en termes de proximité physique des détaillants. Et finalement, l'enjeu dont on parle le plus souvent encore maintenant, l'enjeu du gaspillage alimentaire. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance de mieux informer, de mieux communiquer à la population. Alors, comment le faire? Par quels moyens? C'est vraiment une question qui est très importante, puisque pour la moitié des Québécois, le principal obstacle pour trouver de l'information sur les enjeux alimentaires, c'est qu'il y a beaucoup d'informations disponibles et elle est parfois contradictoire et ils ne savent pas laquelle choisir. Donc, c'est vraiment un élément important à retenir quand on va développer des outils de communication pour les Québécois. Finalement, à la vue de tous ces constats, on peut se demander en fait quel choix de société le Québec devrait prioriser pour aller de l'avant. Donc, je suis très heureuse de voir que qu'il y a une adéquation entre les orientations du ministère que nous a présenté Monsieur le ministre plus tôt. Contente de voir également que la cible 6, la nouvelle cible en fait qui a été ajoutée, se retrouve également dans les choix de société préconisés, plébiscités par les Québécois. Donc, les 4 grands choix de société, le premier à hauteur de 41%, les Québécois souhaiteraient que le Québec appuie les entreprises qui adoptent des pratiques durables. Durables tant sur le plan de l'environnement, du bien-être animal que de l'éthique.
32% souhaitent qu'on ait un meilleur soutien au niveau du repérage des aliments du Québec, 29% un meilleur soutien au développement des entreprises en région et finalement 28% un meilleur encadrement en fait, des aliments de première nécessité. Voilà qui conclut la présentation des résultats préliminaires du baromètre. Je vous rappelle que les résultats détaillés donc, de l'ensemble des questions, des croisements, va apparaître cet automne et que le baromètre il va avoir un suivi qui sera fait aux 2 ans, qui va nous permettre vraiment de suivre cette évolution, de mieux suivre les déterminants aussi de cette confiance et de s'améliorer en tant que société, tous les acteurs, tous ensemble. Je vous remercie beaucoup. Et nous vous remercions, mesdames. Beaucoup d'informations pertinentes. Alors, on va vous demander de réagir à ce qui vient d'être présenté, à ce que M. Dion a présenté aussi, grâce au sondage interactif. Je vous demande de vous rendre sur le site web www.menti.com, même site dont je vous parlais tout à l'heure. Vous entrez le mot de passe 831993 et vous appuyez sur le bouton « Submit ». La question apparaîtra automatiquement sur votre écran. Vous répondez à la question et vous cliquez sur « Envoyer ». Il y a quelques questions qui vous seront posées et les résultats apparaîtront en direct sur l'écran. Bien important, tout au long du sondage, les questions et les résultats se mettront à jour automatiquement. Vous n'avez qu'à répondre et cliquer sur « Envoyer ». La question suivante apparaîtra automatiquement sans que vous n'ayez à faire d'autres manipulations. Encore une fois, la procédure est indiquée sur le carton qui se trouve sur votre table. Et si tout le monde est prêt, je vois que vous êtes déjà au travail, je cède la parole à M. Lionel Levac. Merci. Donc, effectivement, beaucoup de matière qui a été présentée, tout d'abord dans le bilan de M. Marc Dion et également dans ce rapport du baromètre de confiance des consommateurs. Et pour la poursuite des travaux, il est intéressant que nous ayons une évaluation de ce que vous pensez de ce qui a été énoncé, ce qui a été présenté. Et c'est le but des votes, parce que nous allons avoir 2 votes, 2 questions sondage. La première étant, comment réagissez-vous aux résultats mesurés par le baromètre sur la confiance des consommateurs? Il faudrait que je tourne la page. Et donc, vous avez une échelle de... Je passe devant la colonne de son, je m'excuse. Une échelle de 5. Si vous appuyez sur le 0, vous êtes préoccupé. Et si vous allez jusqu'au 5, vous êtes très confiant dans ces données qui ont été présentées dans le baromètre de la confiance des consommateurs. Donc, on en est rendu à un niveau de 3,3 sur 5 des gens qui se montrent plutôt confiants face à ces données du baromètre sur la confiance des consommateurs. Est-ce que le vote, oui, le vote est passablement avancé, 195 votants. Donc, encore quelques secondes. Et on arrive aux 200, on arrive à 200, c'est l'objectif, 200. Ça a l'air qu'on ne s'y rendra pas, mais écoutez, donc on peut dire qu'il y a une tendance assez marquée vers la confiance, les gens estimant avoir confiance dans ces données établies par le baromètre sur la confiance des consommateurs. Il y a peut-être un petit peu de sceptique, là, parce qu'on est encore, il y a une bonne marge avant le 5, mais ça donnera lieu sûrement à des mises au point des discussions. Donc, nous pourrions, dès ce moment-ci, passer à la deuxième question, parce que ce sondage, cette fois-ci, dans cette étape-ci, nous posons 2 questions. Et donc, la question, c'est un 2 sur 7. Vous faites votre choix sur 2 des 7 qui sont des 7 options qui sont présentées. Nommez ou identifiez 2 cibles parmi les 7 auxquelles nous devrions consacrer plus d'efforts. Et bien, les 7, je les nomme rapidement pendant que vous votez.
investir 15 milliards de plus dans le secteur agroalimentaire, bioalimentaire, accroître de 6 milliards les exportations, ajouter 10 milliards de dollars de contenu québécois, doubler les superficies en production biologique, augmenter de 52 à 70 les volumes de produits aquacoles éco-certifiés, augmenter les pratiques responsables, améliorer la valeur nutritionnelle des aliments transformés. Et essentiellement, sur ces points-là, on peut se référer aux énoncés que faisait dans son bilan M. le sous-ministre Marc Dion. Le vote avance quand même assez rapidement. Il y a 3 tendances, 3 cibles qui font l'objet surtout des votes. La plus importante préoccupation semble être sur le fait d'ajouter 10 milliards de dollars de contenu québécois dans les achats d'aliments au Québec. Et en deuxième position, c'est d'investir quelques 15 milliards de dollars encore dans le secteur bioalimentaire. Et tout près, avec seulement un point de différence dans le vote, la question d'augmenter l'implantation de pratiques éco-responsables. Donc, il y a une tendance qui se partage entre 3 points. On souhaitait que 2 tendances puissent se démarquer pour orienter davantage les travaux, mais quand même, on a une bonne idée que les gens sont préoccupés par 3 points. Et encore ajouter 10 milliards de dollars en contenu québécois vient de gagner un autre point. Je pense que le vote est passablement terminé avec 202, 203 personnes qui ont voté. Donc, je vous retourne la parole, Pascal Tremblay. Merci beaucoup, merci à vous. Et puis, la suite, c'est qu'on vous interpelle, vous, autour de la table, la grande table ronde. Mais juste avant, quelques consignes concernant le système de gestion de la parole. Vous allez remarquer que chacune de vos stations micro possède un bouton. Si vous souhaitez prendre la parole, vous devez appuyer sur ce bouton. Les demandes de prise de parole me seront communiquées dans l'ordre. Et lorsque je vous céderai la parole, votre micro s'allumera. Pour des raisons d'ordre technique, pour être plus efficace, je vais vous interpeller par le nom de l'organisme ou l'organisation que vous représentez. Ce serait peut-être sympathique que vous vous nommiez aussi, surtout qu'il peut y avoir des changements de porte-parole. Alors, je vous invite à privilégier des interventions courtes. On parle de 2 à 3 minutes. Le micro ne sera pas coupé. Je compte sur votre collaboration. Mais en fait, l'idée, c'est de donner la chance à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Je vous indique aussi qu'à tout moment, Monsieur le ministre peut intervenir durant la discussion à son gré. Nous pouvons donc commencer. Monsieur Dion vous a présenté la progression des 7 cibles de la politique. Nous souhaitons vous entendre sur ces éléments. Je vous lance quelques questions. Qu'est-ce que vous pensez de la progression des cibles? Est-ce que leur atteinte semble réalisable dans l'horizon 2025? Est-ce qu'on doit plutôt aller encore plus loin, être encore plus ambitieux? Alors, les micros sont en fonction. Le premier droit de parole sera donné à l'ADAQ, ADAQ. Bonjour, merci beaucoup de nous réunir aujourd'hui, Monsieur le ministre. Je pense qu'il y a des éléments très intéressants dans les cibles, de voir qu'on est en avance sur certains des objectifs, c'est très rassurant. Par contre, on le voyait également dans les tendances, quand on pense par exemple aux biologiques, ce sont des produits qui tournent beaucoup en tablette, c'est très intéressant. Par contre, au niveau du baromètre, je pense qu'il y a des grandes questions à se poser comme industrie, comme ensemble du secteur. Quand les gens questionnent le biologique, puis alors que les gestes d'achat chez nous augmentent de façon significative, il y a des choses qu'il va falloir qu'on adresse collectivement, je pense, comme industrie, diffuser de l'information, puis je pense avoir aussi le soutien des autorités pour diffuser une bonne information. Parce que nous, comme organisation, on essaie souvent d'expliquer des enjeux. Même chose au niveau de la production, de la transformation. Je suis certain qu'ils sont d'accord avec nous là-dessus.
Ce qui est difficile parfois, c'est que ce qu'on va rapporter comme industrie ne sera pas cru par le citoyen, par les médias, par le consommateur. Donc, on a besoin de votre aide. On veut développer des pratiques éco-responsables, on veut mettre en place plein de choses, mais on va avoir besoin du soutien du MAPAC, entre autres, mais des autres ministères qui vont être présents ici aujourd'hui pour pouvoir s'assurer de mettre en place les bonnes mesures. Pas de faire plaisir au sondage d'opinion à court terme, mais de bien mettre en place les bonnes pratiques. Merci. C'était Pierre-Alexandre Blouin de l'Association des détaillants en alimentation. Le prochain droit de parole est accordé à l'Union paysanne. Monsieur Maxime Laplante, je pense. Oui. Merci. Bonjour. Premier commentaire, la perspective d'augmenter de 10 milliards la part du Québec, c'est parce que si on regarde dans le rapport qu'on avait eu, de un, on nous dit qu'en 2012, il y avait déjà un déficit de 16 milliards entre la demande et l'offre. Donc, il nous manquait 16 milliards pour alimenter notre population du Québec. Ce déficit s'est accru de 16 milliards à 19 milliards en 2014. Et l'objectif mentionné dans la politique alimentaire parle d'un déficit de 22 milliards en 2025. Moi, je m'intéresse surtout au profit. Sur ma ferme, je suis intéressé au profit, non pas nécessairement juste au chiffre d'affaires. Et là, ce qu'on constate, c'est d'augmenter la part du Québec de 10 milliards, oui, mais ça va juste augmenter le déficit. Et on va être rendu quand même un déficit de 22 milliards. Fait que même si on dit qu'on veut augmenter ça à 34, il ne reste que la demande, elle, va exploser beaucoup plus rapidement que l'objectif. Fait que notre objectif ne répond pas à l'accroissement de la part du Québec dans l'approvisionnement. Et lorsqu'on regarde les données concernant la confiance du consommateur, qui nous dit de un, très clairement, il est plus confiant dans la part des produits du Québec que ce qui vient de l'étranger. Et là, on est en train de diminuer. L'objectif de la politique va aboutir à une diminution de la part du Québec. Fait qu'on peut présumer que le consommateur, s'il apprend ça, qu'il ne sera pas vraiment emballé par le fait que les produits vont devenir de plus en plus de l'étranger. D'autre part, encore là, je mentionnais ce qui m'intéresse sur mon entreprise, c'est la part de profit. Et là, lorsque je dis qu'il faudrait augmenter le chiffre d'affaires des entreprises, fine. Mais ce qui m'intéresse, c'est le revenu net. Et là, ce qu'on entend de M. Dion, c'est que le revenu net, il diminue. Bien, je pense que l'objectif n'est peut-être pas à la bonne place. Merci. Merci, M. Laplante. Prochain droit de parole à l'agence AMIC. On vous écoute. Léo Saint-Onge, agence Mamou Inno Caïcusette. Je représente la nation Inno sur les catégories au niveau de la pêche et au niveau de l'alimentaire aussi, bioalimentaire. Le bioalimentaire, je sais que c'est vraiment important dans nos communautés parce que pour nous, au niveau des communautés, on commence à parler de sécurité alimentaire, Monsieur le ministre. Je pense que ce serait vraiment important qu'on puisse faire un point aux prochaines années, que ce soit à sécurité alimentaire, dans tous les domaines aussi. Dans 25 ans, qu'est-ce qu'on va devenir, tu sais? C'est sûr qu'avec les changements climatiques aussi, probablement, on va en parler plus tard. Sauf que j'aimerais mentionner, vers la Côte-Nord, on a déjà gagné 1,5 degré en chaleur, qui veut dire, dans une couple d'années, si on gagne le 2 degrés, ça va être un coin qui va être très, très bon au niveau d'agriculture. Je pense qu'il faudrait établir déjà une vision à long terme sur les territoires de la Côte-Nord, de la moyenne et basse Côte-Nord aussi. Ça, c'est des commentaires que je voulais soulever. Monsieur le ministre, merci. Merci, Monsieur Saint-Onge. La parole va à Équiterre. Oui, bonjour. Colleen Thorpe, directrice générale par intérim d'Équiterre.
Alors, je suis heureuse de constater qu'il y a des augmentations dans les superficies en culture pour le bio, mais je mentionne, comme certains l'ont déjà mentionné, je suis préoccupée par le faible niveau de confiance en lien avec la protection de l'environnement, ce qui, pour moi, signale qu'il y aura 2 efforts importants à faire. Alors, tout ce qui touche l'importance de l'éducation aux consommateurs pour qu'ils puissent faire le bon choix des aliments et ainsi faire croître des pratiques agricoles qui vont favoriser la santé de l'environnement. D'autre part, ça reflète l'importance de mettre de l'avant un plan musclé sur tout ce qui touche l'adaptation au changement climatique. Je pense que la préoccupation qui est reflétée ici est une préoccupation qui est reflétée plus largement dans toutes les sphères de la société pour voir une action assez robuste pour contrer les changements climatiques. Et le secteur agricole étant un secteur qui sera fortement impacté par les changements climatiques, il y a tout lieu de mettre de l'avant des mesures très fortes. Merci. Merci, Madame Thorpe. En passant, je vous remercie pour vos interventions. Effectivement, vous respectez à la seconde près le temps qu'on souhaitait obtenir. La parole va maintenant au Conseil canadien du commerce de détail. Bonjour, merci. Marc Fortin, président du Québec du Conseil canadien du commerce de détail. Monsieur le ministre, Monsieur Dion, félicitations à tout le monde autour de la table parce que tout le monde a travaillé très fort pour faire bouger les choses. Puis je tiens à remercier le MAPAC et toute l'équipe pour avoir mis de l'avant les initiatives ou nous avoir amenés ensemble pour pouvoir faire avancer les choses. Pour nous, c'est sûr, quand on regarde la relation entre les détaillants en alimentation et les Québécois, elle est très intime. C'est souvent le dernier contact du consommateur avec l'alimentation et des fois le seul contact du consommateur avec l'industrie alimentaire. Il faut aussi noter que le détail est un pilier économique incontournable avec 125 000 emplois et plus de 3,3 milliards en masse salariale. On est partout, des Îles-de-la-Madeleine, à Chibougamau, à Saint-Bernard-de-la-Colle. Donc, on a une étendue, on est capable de prendre le pouls des Québécois et savoir ce qui se passe aussi. Les produits du Québec sont une fierté nationale pour les Québécois, puis on s'en fait un devoir de le partager. Dans l'imaginaire collectif, l'appellation « Produits du Québec », c'est un synonyme de fraîcheur, de qualité, puis de solidarité. Les consommateurs en cherchent des produits du Québec, puis il ne faut pas les décevoir. Un des points qui est important, c'est qu'il faut faire preuve d'ingéniosité, puis optimiser nos ressources pour conserver des standards de qualité, sans payer un prix environnemental ou un prix économique déraisonnable. C'est ce qui est clé, c'est ce qu'on voit aussi dans nos interactions avec les consommateurs. Nos détaillants font la promotion des produits d'ici depuis des décennies, puis on constate que cette fierté-là reste présente, que ce soit à travers nos plateformes imprimées, télé, en magasin. La place d'Aliments du Québec est notable. Nos membres transigent avec plus de 2000 compagnies québécoises. Ils vendent plus de 73 000 produits qui sont faits au Québec. Puis ça représente des milliards de dollars, évidemment, en vente. Quand on regarde le support à Aliments du Québec, puis on va continuer à le faire, puis on veut le faire, on offre une visibilité qui n'est pas achetable pour Aliments du Québec. Dans la dernière année, on a donné plus d'1 milliard d'impressions au logo Aliments du Québec à travers nos circulaires. Puis, en magasin, avec toutes les étiquettes qu'on fait, on donne une visibilité d'à peu près 700 millions d'impressions à toutes les semaines à Aliments du Québec. C'est des éléments qui ne sont pas à négliger, ce sont des points importants, puis on va continuer à le faire. Nonobstant la politique bioalimentaire, on peut garantir que les détaillants, on va tout faire pour donner une place de choix aux produits du Québec. Je pense qu'on est bien parti, on le voit dans les données. On a augmenté de 24,2 milliards à 27,9 milliards depuis 2 ans la part des produits québécois, puis on va continuer à le faire. Par contre, il faut s'assurer qu'on a les bonnes réglementations et des fois qu'on n'a pas des réglementations qui vont créer des dommages collatéraux et qui vont nous empêcher d'atteindre nos objectifs.
Finalement, des pratiques responsables sont aussi au cœur de nos opérations, que ce soit le gaspillage alimentaire, la valorisation des produits et des matières résiduelles. Les impacts ne manquent pas, comme vous le savez, c'est complexe. Puis il ne faut pas mettre de frein à ces initiatives-là. Fait qu'on pense qu'on est bien parti, il faut continuer, puis on doit aller plus loin. Merci, M. Fortin. Avant de poursuivre, je vais céder la parole à M. le ministre. Oui, pour les détaillants, puis le Conseil du commerce de détail, un défi qu'on a, parce que j'ai déjà été de votre bord, le défi qu'on a quand on regarde les résultats du baromètre, quand on regarde naturellement vos pratiques commerciales. Il faut se dire, au Québec, on a 3 grands joueurs au niveau de la distribution de détail du commerce alimentaire. Le défi qu'on a, c'est d'arrimer nos pratiques commerciales avec les préoccupations des citoyens. C'est certain qu'on a vu qu'une première préoccupation, c'est le prix. Mais ça, c'est sûr qu'il y a une grosse partie de ce que vous faites, c'est drivé, si on veut, par le prix. Hein? Mais au-delà de ça, comment on peut faire comme industrie, là je parle pour vous, pour quand même réussir à s'arrimer avec les préoccupations des consommateurs? Quand on regarde les préoccupations au niveau des pratiques éco-responsables, quand on regarde les préoccupations au niveau de l'achat local, à un moment donné, il va falloir trouver une façon pour qu'ensemble, vous soyez capable de vous asseoir, puis convenir un peu d'un terrain sur lequel là, on convient qu'on articule nos politiques un petit peu ensemble, un petit peu de la même façon. Juste à penser de la mise en marché. On veut favoriser la mise en marché puis l'achat de produits locaux du Québec, mais nos pratiques de circulaire, nos pratiques de l'achat du poulet du mois, le ci du mois à des prix incroyables, dans lequel, à un moment donné, vous multipliez par 5, par 10, puis par 20, puis par 30 l'output normalement que vous auriez dans une semaine normale, bien, c'est certain que nos producteurs, en quelque part, nos grands puis nos plus petits, c'est très, très difficile pour eux d'être capables de s'ajuster à ces pratiques-là. Fait qu'il n'y a pas de solution, je n'ai pas de solution aujourd'hui, là, mais c'est certain qu'à un moment donné, il y a vos intérêts, chacun pour aller chercher vos parts de marché, mais à un moment donné, il va falloir qu'on s'élève un petit peu puis qu'on convienne d'un terrain, ou souvent un terrain de non-agression, puis sur ce terrain-là, on va mettre au sommet là, les préoccupations des consommateurs, puis on va essayer d'adresser ces préoccupations-là. C'est un défi que je vous lance. Merci, M. Lamontagne. Nous en étions rendus à donner la parole à la Coalition Poids. Bonjour, Corinne Voyer de la Coalition Poids, Monsieur le ministre, bonjour à tous. Donc, le secteur bioalimentaire est certainement un pilier économique du Québec, on n'en doute pas, mais la santé de la population québécoise est aussi une ressource économique qui devrait bénéficier de plus de considération dans les décisions gouvernementales, en lien avec l'alimentation notamment, qu'il s'agisse de soutenir une entreprise ou d'encadrer davantage un secteur d'activité. Je voudrais rappeler qu'au Québec, c'est 3 milliards de dollars par année que l'obésité coûte aux contribuables québécois. Ça, on parle de nuits d'hospitalisation, de consultation médicale, de prise de médicaments et d'absence au travail. Et ça, c'est sans compter l'impact de l'obésité sur d'autres maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, les cancers. Présentement, notre environnement alimentaire influence fortement les choix des Québécois. Actuellement, il est plutôt défavorable à une saine alimentation. Il reste encore beaucoup de travail à faire. En matière de confiance, on parle de besoin d'accroître la confiance des consommateurs à l'égard de l'industrie bioalimentaire. Et selon la Coalition Poids, la base de toute relation de confiance, c'est certainement l'honnêteté et la transparence. À cet égard, il y a du travail à faire en matière de marketing, particulièrement au niveau des faux produits santé. Donc, pour nous, il est important de venir encadrer ce marketing-là qui vient tromper le consommateur dans ses choix alimentaires. J'ai remarqué au niveau aussi des investissements en matière de transformation bioalimentaire, ce serait intéressant de regarder les externalités négatives qu'on finance quand on finance des industries sur leur impact que ça a sur la santé. Je peux parler des boissons sucrées, par exemple, un produit qui est toujours surconsommé malgré la baisse. Donc, en matière de transparence, ce serait intéressant de connaître les industries qui seront soutenues en matière de transformation alimentaire, notamment pour améliorer leurs produits. Je remarque aussi qu'au niveau, on a eu des belles données de l'Observatoire nutritionnel des aliments. Ça serait très bien que ces données-là soient rendues non seulement publiques, mais que les cibles qu'on se donne aussi comme amélioration soient également publiques. Donc, ce sont des choses qui sont attendues et qui seront certainement reconnues par le consommateur. Pour ce qui est du seuil de 15 %, il faut faire attention aussi dans l'interprétation. Ce n'est pas parce qu'on est
des produits à 13 ou 14 par exemple, ne demeurent quand même pas nécessairement santé. Ce n'est pas parce que ton seuil est à 15 en termes de sucre, surtout au niveau de la valeur quotidienne, que ça devient nécessairement un produit santé en partant. Pour vous donner un exemple, un bon seuil serait peut-être plus de l'ordre de 5 Donc, il faut être vigilant dans l'interprétation de tous ces produits-là. Merci. Merci, Madame Voyer. La parole va à l'Union des producteurs agricoles. Alors, bonjour, Monsieur le ministre. Je suis très heureux qu'on soit ici aujourd'hui pour faire le bilan de cette première année de la politique bioalimentaire. Heureux aussi que cette politique se poursuive malgré les élections qu'on a connues puis le changement de gouvernement. Pour nous, c'était souhaité qu'on poursuive avec cette politique-là, puisqu'on y avait travaillé avec le gouvernement précédent. Quelques chiffres pour compléter les statistiques que M. Dion a mentionnées. On a fait mettre à jour l'étude d'Éco-Ressources sur les performances du secteur agroalimentaire récemment. On a eu les résultats cette semaine. Au niveau depuis 2007 à 2017, donc c'est les 10 dernières années, mais ça donne une tendance plus forte que uniquement la dernière année, là. Si on compare l'agriculture à l'économie du Québec en général, au niveau du PIB, le PIB du secteur de production agricole et transformation a augmenté de 39 % alors que celui de la province a augmenté de 15 %. Au niveau des emplois, plus 23 % alors que l'économie en général a généré plus 10 % de plus d'emplois. Au niveau des exportations, sur la même période, on a augmenté de 110 % les exportations dans le secteur agroalimentaire, alors qu'on a augmenté de 24 % nos exportations dans l'économie en général. Donc, le secteur agricole est une locomotive pour l'économie du Québec. Et j'en profite pour le dire aujourd'hui parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de se comparer au reste de l'économie. Alors, je pense que c'est important. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les consommateurs, la confiance des consommateurs à l'égard des produits du Québec augmente. Puis je pense que c'est parce que la communication s'améliore aussi entre les producteurs, entre le secteur agroalimentaire et les consommateurs. On a fait beaucoup d'efforts à l'Union des producteurs agricoles pour mettre en valeur les bonnes pratiques. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je crois que c'est la communication entre les producteurs et les consommateurs est très importante. Cette performance-là s'est réalisée alors que lorsqu'on compare le soutien agricole au Québec et qu'on se compare avec les pays de l'Union européenne ou de l'OCDE, on a un équivalent soutien à la production autour de 14 %, alors que ces pays-là, ces groupes de pays-là, sont à 18 %. 14 %, c'est légèrement plus élevé que les autres provinces ou le Canada. Donc, j'en conviens que le Québec soutient bien son agriculture, mais quand même moins que les pays de l'Union européenne. Et au niveau des transferts budgétaires pour soutenir le revenu agricole, on est passé de 10 %. 10 % du revenu agricole était dû aux transferts gouvernementaux. En 2017, c'est 5 %. Alors, cette performance-là s'est réalisée pendant un retrait de l'État au niveau du soutien agricole. Plus tard dans la journée, on va parler de développement. On va aller plus loin dans les cibles et les solutions. J'y reviendrai. Mais ce que je remarque, c'est la performance du secteur. Puis, j'ajouterais que c'est dû en grande partie parce que l'agriculture du Québec, les produits agricoles du Québec sont transformés au Québec. À raison, 70 % de notre production est transformée ici. Il y a de la valeur ajoutée sur cette production-là, et c'est ce qui permet à nos exportations, notamment, de bien performer. Alors, c'était pour donner quelques statistiques supplémentaires à la performance de l'agriculture du Québec, et on est sur la bonne voie, puis je crois qu'il faut continuer. Merci, M. Groslot. La parole va maintenant aller à l'Association des aquaculteurs du Québec. M. Roy. Oui, bonjour, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, ça fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Vous savez que l'aquaculture au Québec, je pense que est appréciée par notre gouvernement. Puis, d'ailleurs, avec la politique bioalimentaire, vous avez opté pour doubler la production d'ici 2025. Mon problème, c'est qu'au niveau mondial, la production augmente. Des investissements se font de l'ordre de 7 % annuellement. Ici, au Québec, on a de la misère à décoller.
On a connu des problèmes antérieurement avec l'environnement. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies qui existent, je pense qu'on peut faire une production qui était éco-responsable. Mais mon problème, c'est qu'on ne peut pas regagner la confiance des investisseurs dans notre secteur. Dans le milieu agricole, on dirait que la priorité va pour les productions conventionnelles, mais on ne peut pas s'imaginer auprès des investisseurs que la production aquacole, c'est rentable. Moi, c'est moins rentable dans mon cas, là, mais dans l'ensemble du secteur, c'est rentable. Puis, je pense que ce serait une façon de contrer le problème que vous avez avec la baleine noire. Fait que si on pouvait produire plus de poissons en milieu terrestre, je pense qu'on pourrait combler cette lacune-là. C'est un peu ce que j'avais à dire à ce moment-là. Merci, M. Roy. Commentaire à ajouter? Donc, on passe à la Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec. Bonjour, Christian Brunet. D'abord, merci, Monsieur le ministre et l'ensemble du MAPAC de nous regrouper ici aujourd'hui tous ensemble, même si pour bien des secteurs du domaine agroalimentaire, ce n'est pas la période idéale de l'année pour s'asseoir dans une salle et discuter. On est tous en mode production, action sur le terrain, mais ça nous fait quand même plaisir de prendre le temps d'échanger avec vous sur ce sujet-là. Alimenter notre monde, ce n'est pas juste en épicerie ou par les marchés traditionnels. Dans notre secteur, à nous, de l'horticulture ornementale, l'agriculture urbaine est en plein essor, puis il serait intéressant d'ajouter des données au baromètre de données qu'on est en train de mettre en place, parce que plus on va avoir de données économiques sur l'ensemble et les perceptions de nos différentes clientèles, plus on va être en mesure d'être compétitif et de rejoindre les différentes cibles qu'on s'est données dans le cadre du document de la politique bioalimentaire. D'autant plus que dans un secteur comme le nôtre, produire des arbres, produire des plantes, produire des arbres fruitiers, ça ne se fait pas en dedans de quelques mois. Ça représente, en certains cas, quelques années. Donc, plus on aura de données comme ça, plus on sera en mesure d'être compétitif face à nos voisins des différentes provinces. Donc, juste un petit commentaire en ce sens. Merci. Monsieur Lamontagne. Juste un mot pour vous dire que je n'interviens pas après ce que vous avez dit. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est parce que je veux vous laisser le plus de temps possible pour pouvoir parler. Puis après ça, on sait tous ensemble, ma porte est toujours ouverte, puis qu'on va donner suite, naturellement, cette journée-là pour les interventions que vous avez faites. Puis vous assurer qu'on prend bien en note vos interventions, vos préoccupations, vos suggestions. Puis on va vous revenir là, plus un à un. Fait que je vais vous laisser le temps. Mais juste pour nos gens de la FIOC, quand on s'est rencontrés, je pense que c'était en février ou début mars, vous m'aviez fait part de vos préoccupations parce qu'on s'apprêtait à tout regarnir là, devant l'Assemblée nationale. Puis de par les contrats et tout ça, les modalités, ça faisait en sorte qu'il y a une grosse partie des produits qui ne venaient pas du Québec. Bien, si vous y allez aujourd'hui, je pense que pas mal tout ce qui est installé dans l'Assemblée nationale, ça vient du Québec. Fait que c'était suite à notre rencontre. Ça fait qu'un gros merci de votre intervention à ce moment-là. Nous allons entendre maintenant les éleveurs de porc du Québec. Oui, bonjour. Merci, Monsieur le ministre. David Duval, président des éleveurs et producteurs dans la région. Alors, moi, je trouve, j'abonde dans plusieurs points qui a été présenté parce que depuis plusieurs années, on a mis en place un programme, un rapport de responsabilité sociale et justement, le consommateur fait partie, est au centre de plusieurs de nos décisions. Et c'est important pour nous parce qu'il faut répondre en premier à cet enjeu-là, de répondre à ce consommateur-là qui est souvent mal, je dirais pas mal informé parce qu'on fait ce travail-là de l'informer, mais il faut le répéter et je pense que le gouvernement a aussi un devoir là-dedans à essayer de le, je dirais pas de l'éduquer, mais de l'informer, de lui dire les vraies choses parce qu'on met beaucoup d'efforts, on investit beaucoup d'argent justement dans ces responsabilités-là qu'on se donne et des fois c'est mal compris, c'est mal perçu. Alors, parmi les indicateurs qui ont été nommés, et pour nous aussi, c'est important d'avoir des indicateurs. Ça nous permet de mettre des objectifs et par la suite de voir si on y a pu y répondre de chacun de notre bord. C'est une façon de voir si les argents qu'on investit et le temps qu'on y passe, ça nous amène où. On voit qu'on a un retard sur les exportations au niveau du porc et je vous dirais que la réponse à ça, c'est parce qu'on n'arrive pas à remplir nos conteneurs présentement. On a une demande qui est importante sur les marchés d'Asie. On a une demande partout à travers le monde. On exporte dans
80 pays à travers le monde, et on n'arrive même pas à remplir les commandes. Et c'est pour nous autres, on a exporté l'année passée pour 1,6 milliard et c'est inadmissible. Autant au niveau des usines, où ce que la valeur ajoutée qu'on pourrait aller chercher avec la main-d'œuvre locale, on a de la misère à remplir nos chiffres, nos quarts de travail au niveau des usines, il faudrait avoir une importation de travailleurs étrangers et une application plus légère au niveau de ces employés-là qui aimeraient s'établir ici au Québec et au Canada. Alors ça, c'est un enjeu que le gouvernement devrait s'attaquer et ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais il faudrait mettre vraiment quelque chose en place pour les inciter à venir. Et en même temps, nous autres, les producteurs, on importe présentement tout près de 2 millions de porcs de l'Ontario pour fournir nos usines au Québec, qui sont ultra-modernes présentement, pour justement essayer de répondre en partie à cette demande-là qui est faite à travers les autres pays. Mais les producteurs doivent avoir un signal du gouvernement. On a un signal qu'on leur donne présentement. On a réussi à aller chercher quelque chose au niveau d'un certain partage, au niveau de la richesse au niveau entre les abattoirs et les producteurs, mais il va falloir que le gouvernement nous aide à remettre en place cette confiance-là que les producteurs pourraient aller chercher pour investir justement au niveau du Québec, partout dans les régions, partout à travers le Québec. Merci. Merci, M. Bissonnette. Alors, à ma gauche, la Fédération de la relève agricole du Québec. Bonjour, Monsieur le ministre. Julie Bissonnette, présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec. Une politique avec des objectifs concrets, c'est motivant pour notre avenir. Les écoles d'agriculture sont pleines de jeunes intéressés par l'agriculture. Il faut donc continuer à élaborer des outils, des programmes et de l'accompagnement adaptés pour nous tous, afin de favoriser l'accès aux actifs et la sécurité du revenu, entre autres. Leur établissement doit être une réussite et nous devons continuer d'y travailler afin de maintenir notre agriculture québécoise prospère. Merci. Merci, Madame. Merci. Là, vous m'avez pris de court, vous étiez rapide. Hein? Madame Bernier, la table québécoise sur la saine alimentation. Alors, merci beaucoup. Premièrement, je vais réitérer, comme plusieurs l'ont fait, merci beaucoup, Monsieur le ministre, Monsieur Dion aussi, pour la continuité. Je pense que nous sommes tous très heureux du fait que, malgré le changement de gouvernement, qu'on continue avec le travail qui a été fait depuis les 3-4 dernières années pour la préparation de cette belle politique. Vous avez parlé de fébrilité. Nous sommes tous, je crois, très fébriles aussi pour cette première rencontre. La TQSA, juste pour le rappeler, c'est la table québécoise sur la saine alimentation. Donc, nous représentons 26 ONG, donc organismes non gouvernementaux, 8 ministères. Notre travail est vraiment de s'assurer du transfert de connaissances, du partage d'expertise. Ça ressemble un peu à une grande table comme ici et on s'assure vraiment de travailler en collaboration. Donc, c'est un mot que vous avez utilisé tout à l'heure, en cohérence aussi. Et parlant de cohérence, je voudrais aussi saluer la présence que vous apportez aux autres ministères. Et ça avait été discuté aussi lors des derniers sommets, des dernières années, de l'importance non seulement d'impliquer, mais de collaborer avec tous les autres ministères qui sont concernés dans cette politique. Entre autres, le ministère de l'Environnement, on l'a vu par les préoccupations des citoyens, donc l'agriculture responsable. Je pense que donc le ministère de l'Environnement a une grande place. On parlait même de sécurité alimentaire tout à l'heure, donc le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Donc, s'assurer que nous ayons tous, puis ça est ressorti justement dans les préoccupations lorsqu'on parle de l'accès physique aux aliments sains, le prix aussi, qui est une considération. Donc, encore une fois, ce ministère-là a une place importante. Et évidemment, Mme McCann, avec la politique gouvernementale de prévention en santé. Encore une fois, la cohérence entre les politiques et tout ce qui touche le pan gouvernemental, je pense qu'on y met une grande importance. Et je termine avec la charte de la table québécoise sur la saine alimentation, vous dire merci beaucoup d'avoir signé, Monsieur le ministre, et il y a 5 autres ministres aussi qui ont signé cette charte. Et je vous invite à aller voir sur le site de la table québécoise sur la saine alimentation.
Alors, merci. Et nous vous remercions. La parole est à vous, les gens de la filière biologique. Oui, bonjour. Mon nom est Daniel Dubuc, président de la filière biologique du Québec. Je regardais l'écran tantôt, puis Mme Bernier portait mon nom, fait que, à cause de la position de la caméra. Oui, on va ramener les faits. Je voudrais, dans un premier temps, remercier Monsieur le ministre et M. Dion, Mme Masse. Au niveau de la filière, pour les gens qui ne le savent pas ici, il y a eu une annonce qui a été faite pour une aide gouvernementale pour 2,7 millions pour aider justement à la valorisation des produits bio. Ça fait le point en même temps avec, je vais faire le point avec le commentaire dans l'étude de Cyrano qui disait que le niveau de confiance au niveau des produits bio était à 40 %. Il faut le situer dans son contexte, ce chiffre-là. Le marché du bio aujourd'hui représente entre 2 et 5 % du marché global québécois. On a 50 à 60 % des consommateurs qui vont acheter sur une base régulière des produits. Donc, si on met ce chiffre-là en perspective, 50 % qui achètent, 40 % qui ont confiance, on n'est pas au même niveau qu'on peut amener. L'autre chose en même temps qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même un besoin important de bien informer le consommateur. C'est ce que la filière s'est dardée à faire ces dernières années. De par la plateforme québecbio.com, on a communiqué au cours des 18 derniers mois avec 1,6 million de Québécois, en moyenne à 6 reprises chaque. Il faut le dire. OK? Ça veut dire, puis quand on compare avec d'autres organismes, d'autres sites web qui sont dans le milieu, c'est des performances qui sont très enviables. Donc, ça veut dire que le consommateur est intéressé, parce qu'on s'entend avec, quand on est sur le web puis qu'on communique avec le consommateur, c'est lui avant tout qui décide de venir chercher de l'information. Donc, c'est un geste qu'il pose lui-même. Donc, ça dénote un intérêt de la part du consommateur. OK? Puis c'est un petit peu le rôle de la filière, mais en fait, c'est le rôle de la filière aussi de tenir cet étendard-là. Puis les fonds qui vont être investis dans les prochaines années avec la part du ministère, ça va être justement pour informer le consommateur principalement. Puis en même temps, on s'assure qu'avec la Fédération, on est le protecteur de la norme, puis on assiste la filière au complet pour assurer un bon développement. Maintenant, en regard de l'état d'avancement sur les cibles, bien, on en est très fiers. On en est très fiers. C'est sûr qu'on parle de 98 000 en 2025. Quand on est en 2015 puis on fait la cible puis on dit on double, c'est un parachute quand même. Hein? On se lance dans le vide. Là. Donc, ça prouve que le milieu agricole est à l'écoute puis va continuer à l'être. Nul doute qu'on rentre présentement en planification stratégique pour 2020-2025. Fait qu'on aura à réadresser ces données-là, puis à s'assurer que les données, on puisse continuer à se donner un challenge quand même, là, pas commencer à se bercer dans le salon. Puis l'autre chose, je voulais vous mentionner également, bien, il y a quand même, dans les 3 dernières années, 1000 entreprises qui ont commencé qui sont venus joindre les entreprises qui produisaient déjà dans le bio, autant en transformation ou en production. Puis en fait, il y a eu 5 000 nouveaux produits qui ont été mis en marché. Donc, on parle de 7 500 à 12 500 produits. Ça dénote quand même l'engouement. C'était mon commentaire. Merci beaucoup. Vous voulez compléter, M. Lamontagne? Bonjour. Le fait qu'on a au Québec là, un leadership canadien là, en termes de biologique. On a des entrepreneurs, on a des créateurs, on a des innovateurs. Puis le défi qu'on a vraiment, c'est de faire suivre le consommateur. Oui, on a une masse de consommateurs qui sont là, mais nos créateurs, nos innovateurs sont un peu plus dynamiques que nos consommateurs. Alors, c'est dans ce sens-là le soutien qu'on vous a donné. Mais si on veut que cette effervescence-là, parce qu'effectivement, on est passé de 1000 entreprises, je pense qu'on est rendu à 2400 entreprises certifiées biologiques au Québec. On a un grand mouvement au niveau du lait au Québec, ce qui se passe, mais si on s'aperçoit qu'on a un plafonnement, exemple, au niveau de la consommation du lait biologique, bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est que nos gens qui se transforment vont être pénalisés. Alors, puis on a ça dans plusieurs domaines. On le sait, la durabilité, ça passe par la viabilité et la prospérité. Prospérité, ça ne veut pas dire que tout le monde devient millionnaire. Prospérité, là, M. Laplante, ce qu'il disait, c'est important qu'ils puissent vivre.
de ce qu'il fait, bien, c'est à ça aussi qu'il faut s'attarder. Alors, pour toutes les entreprises qui sont dans le bio, l'importance d'informer le consommateur sans relâche pour faire en sorte, d'un moment donné, qu'il y a une équation entre ce qu'on offre et ce que le consommateur va prendre. Ça, c'est notre défi, puis c'est un défi qu'on va relever. Alors, une dernière intervention de l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Monsieur le sous-ministre. Nous, à l'Association des producteurs maraîchers du Québec, on est très interpellés par la cible 6 et par de fait même la cible 7. On nous demande de remplir 50 de l'assiette. On va avoir besoin d'un environnement d'affaires qui est favorable à mettre l'application de tout ça. On a besoin d'une action. Puis avec cette action-là, on va remplir 2 cibles, la cible 6 et la cible 7 d'augmenter la valeur nutritive des consommateurs de l'alimentation. Fait qu'on est prêt. Merci, M. Van Winden. Écoutez, vous êtes extraordinaire dans tous les sens du terme, dans le contenu, dans le temps, mais on va conclure là-dessus. Parce qu'on veut donner la chance aux gens dans la salle. On vous avait dit qu'on pourrait avoir des interventions dans la salle, donner la parole aux autres participants, et c'est Lionel Levac qui va s'en charger, qui est derrière. Lionel. Oui, tout à fait. Donc, nous poursuivons dans les commentaires sur ce qui vient d'être énoncé, essentiellement sur la progression des ambitions et des cibles, et deuxièmement, sur la confiance des consommateurs. Donc, on est beaucoup aujourd'hui. Donc, je vais prendre 2 questions de ce côté-ci. Ensuite, je traverserai de l'autre côté. Nous avons 10 minutes. Allons-y rondement. Qui aurait de ce côté-ci pas une question, un commentaire, un propos, un ajout à faire à ce qui a déjà été dit? Donc, pas une question, ne formulez pas sous forme de question. Et la FIOC, la Fédération interprofessionnelle de l'horticulture ornementale du Québec. C'est beau, merci. Donc, le Sdegno, un tout petit commentaire. On a relevé le mot communication, l'importance de communiquer, faire valoir nos côtés positifs auprès du consommateur. Comme industrie, comme secteur, on a des actions à faire de ce côté-là, mais j'aurais peut-être une petite suggestion. Je pense qu'il y a des choses qui pourraient être faites aussi au côté ministériel pour nous soutenir avec le volet communication. Quand on a des bonnes histoires, on a des projets, on veut véhiculer, je pense qu'il y a moyen de regarder ça ensemble et que ça aiderait à aller plus loin, à atteindre plus rapidement les cibles. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une deuxième question de ce côté-ci? Oui. Monsieur Lacroix de Laquinac. Oui, bonjour tout le monde. OK. Donc, je te laisse pour apporter un point par rapport au sondage et on parle de développer les marchés et répondre aux attentes sociétales. Donc, il y aurait 3 volets. Est-ce que vous m'entendez, là? Ça va? OK. Monsieur Lamontagne, vous m'entendez? Oui. Ça va. OK. Donc, il y a un point essentiel, c'est établir des règles fermes quant à la réciprocité des normes, que ce soit bien-être animal, environnement, responsabilité sociale, imposées aux entreprises agricoles agroalimentaires du Québec, okay, afin de leur permettre de jouer à armes égales face à leurs concurrents mondiaux. C'est un enjeu qu'on a depuis longtemps. Donc, ces règles-là, il va falloir qu'elles soient vraiment démontrées. L'autre volet aussi, ça va être de démontrer aussi l'application des normes réglementaires et canadiennes, québécoises au niveau des entreprises agricoles agroalimentaires. Ça, dans le but d'être comparé avec ce qui se fait ailleurs pour rester compétitif. On vous a déjà présenté au ministère de l'Agriculture cette étude sur les coûts réglementaires pour démontrer qu'est-ce qu'il peut y avoir comme différence. Et si on veut demeurer compétitif, à continuer à desservir les consommateurs avec un prix compétitif au niveau des aliments, ça va être essentiel qu'on allège aussi le volet administratif de certains règlements. On ne veut pas baisser les normes, mais on veut juste l'allègement administratif à ce niveau-là. Et l'autre point, ça a été soulevé aussi, ça fait partie de vos projets, pour mieux éduquer et informer les consommateurs et le public en général des actions prises par les secteurs agricoles et agroalimentaires pour répondre aux attentes sociétales. Donc, mettre en place par le MAPAC un site de référence pour les consommateurs et le public en général pour s'informer sur ces actions. Il y a eu beaucoup d'actions qui s'est fait au niveau du bien-être animal ou sur les antibiotiques au Québec, au niveau des productions animales. Et ça serait important aussi que ça soit soulevé, ce genre de travail-là qui est supporté par les producteurs ou les entreprises agroalimentaires aussi. Donc, ce seraient les 3 volets que je voudrais apporter. Merci beaucoup.
Et je suis rendu de l'autre côté et cette fois, nous allons demander à Mme Annie Gauvin, représentante des banques alimentaires, de nous faire ses commentaires. Oui, alors bonjour. Nous avons vu dans la présentation sur la confiance des consommateurs qu'il y a une grande préoccupation du prix des pratiques d'aide alimentaire et aussi le gaspillage, etc. À cet effet-là, sur le terrain, nous constatons qu'il y a une augmentation croissante du nombre de demandes d'aide alimentaire malgré le plein emploi, et ce pour de multiples facteurs. Donc, je pourrais élaborer là-dessus sur d'autres tribunes, mais nous innovons aussi dans le réseau des banques alimentaires par des solutions durables qui s'inscrivent dans une logique d'économie sociale et circulaire. C'est peut-être moins connu, cet aspect-là, mais notamment le programme de récupération en supermarché en est un que nous réalisons avec les 3 grands joueurs de la distribution alimentaire. Seulement pour l'an dernier, nous avons récolté 6,5 millions de kilos de denrées qui ont évité l'émission de gaz à effet de serre de 5 700 tonnes. Et l'équivalent de valeur qu'on a généré uniquement pour l'année dernière, c'est 43 millions de valeurs qui ont servi et aux plus démunis, mais aussi qui ont évité l'enfouissement. Pour assurer la sécurité alimentaire puis une alimentation de meilleure qualité sur tout le territoire québécois, on a l'aide, bien entendu, de tout un réseau, 1200 organismes communautaires locaux, eux-mêmes approvisionnés par leur moisson régionale. Puis le PRS, le programme de récupération en supermarché, solution efficace, nous permet d'être vraiment dans 410 magasins. On est autant sur les îles de la Madeleine qu'à Fermont, qu'à Montréal, qu'à Québec. Donc, sur l'ensemble du territoire québécois, il y a des actions qui se font dans cette perspective-là. Et il me semble qu'il serait intéressant que ce projet s'inscrive dans la politique comme un moyen efficace d'atteindre sa cible d'augmenter l'implantation de pratiques responsables, sans contraindre par une loi ou une obligation légale. On est bien parti, on voit que ça fonctionne, on voit que la participation des grandes bannières est là. Continuons plutôt de mettre l'épaule à la roue en soutenant davantage le programme de récupération en supermarché, notamment par un fonds destiné à l'amélioration des installations des moissons dans chacune des régions, pour plus d'efficacité et réaliser des économies d'échelle, de sorte que nous atteignons notre cible de 645 supermarchés en 2022-2023. Alors voilà, c'était mon commentaire. Merci. Merci. Nous allons maintenant passer, je vais prendre encore 2 questions de ce côté-ci et je retraverserai de l'autre côté. Le temps file, il nous reste quelques minutes. Maintenant, à M. Lehoux de l'Association du Cerf rouge du Québec, un secteur qui connaît de graves difficultés. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur le ministre. Merci pour cet exercice. Merci pour cette journée. Concernant la réglementation, concernant les normes qui étaient discutées tout à l'heure, pourrions-nous, ma suggestion est la suivante, pourrions-nous, oui, faire appliquer la réciprocité des normes, à défaut de pouvoir le faire? Pourrions-nous faire la promotion des bienfaits ou des dangers d'utiliser certains produits dans la production de certains produits alimentaires? Et si oui, pourrions-nous nommer certains aliments bénéfiques ou éco-responsables que nous produisons ici au Québec? Prochaine intervention, M. Levac. Oui, je suis maintenant avec M. Normand Côté de l'Association des fromagers artisans du Québec. M. Côté de la fromagerie Médard. Bonjour, M. le ministre. Bonjour, les intervenants. Moi, ma question, c'est un commentaire, OK? C'est sur les programmes du ministère de l'Agriculture. On a appliqué sur un programme, nous autres en tant qu'entreprise, je suis sûr que les autres fromagers, ça a arrivé, sur un programme ACEP où on a été refusé, carrément. C'était pour l'implantation d'un système d'inspection. C'était un programme qui était accessible. La raison pour laquelle on a été refusé, c'est drôle de dire ça, c'est parce qu'il disait que notre entreprise n'avait pas... Les chiffres au niveau de l'entreprise n'étaient pas corrects. Puis nous, on a investi dans les 2 dernières années près de 3 millions. Okay? Ça fait que les chiffres sont un peu distorsionnés. Ceux qui administrent le programme nous disent
que nos chiffres, notre entreprise est presque en faillite. Là, OK? Puis pour ça, on n'est pas éligible. Je me demande si les programmes ne pourraient pas être aussi pour les gens qui ont investi, puis qui essayent d'avancer au niveau ACIP, ces choses-là. En tout cas, si vous voulez avoir une copie de la lettre du refus, je vous l'enverrai, Monsieur le ministre. Mais pour les gens que je représente, c'est quand même important quand on applique, c'est du temps. On applique sur un programme, puis le programme nous est refusé pour des niaiseries. Fait que je voudrais que les programmes, au moins, il y ait l'argent pour se rendre là. Monsieur Merci. Côté, ce que j'entends dans votre intervention, c'est des programmes mieux adaptés à votre réalité. Puis je vous rappelle que pour ces questions-là pratiques où vous souhaitez avoir un retour sur des informations, le meilleur moyen, c'est probablement d'utiliser le site Web avec « Posez votre question » et vous allez avoir un retour soit du cabinet ou des membres du MAPAC pour éventuellement qu'on discute de votre... Ouais, non, mais je ne veux pas discuter nécessairement d'un cas personnel. Mon cas, il a comme été refusé, puis je ne veux pas rien de ça. Ce que je veux, c'est que les programmes du ministère aient l'argent pour rendre où ils doivent se rendre, où ils peuvent se rendre. Vous avez été entendu. Merci. Merci. Encore une dernière intervention? Oui, en fait, ce sera 2 interventions. On m'a promis que ce serait très rapide. Tout d'abord avec Mme Brodeur de l'Association des marchés publics. Merci, Monsieur le ministre, à tout le monde. Je voudrais juste souligner que l'Association des marchés publics regroupe environ plus de 120 marchés publics au Québec, donc 120 localités qui ont une tribune pour faire de l'éducation à la population. Donc, quand on parle que la population a un manque de connaissances, une méconnaissance de certains produits, je pense que ça serait important de miser sur l'Association des marchés publics. On est dans plusieurs localités, plusieurs régions du Québec, et c'est une vitrine très, très importante pour aller directement aux consommateurs, à la clientèle. Donc, c'est une vitrine qui serait parfaite pour essayer d'éduquer la population, point qui semble être un petit peu plus difficile au niveau de toutes les informations qu'on a ici. Merci beaucoup. Madame Levasseur de la Fédération des producteurs de pommes du Québec. Merci. Bonjour, Monsieur le ministre. Je vais faire ça rapidement. On est vraiment très content dans la continuité, comme plusieurs l'ont déjà mentionné. Et on est aussi content que la filière bioalimentaire soit enfin reconnue pour le dynamisme économique qu'elle apporte au Québec. Puisqu'on voit avec les données qu'on a vues aujourd'hui l'importance du secteur. On est prêt, comme a dit Eric Van Winden, il suffit de nous donner le coup de pouce qu'il faut. On aimerait par contre qu'on développe un peu un réflexe Québec. Ici, on a encore des exemples comme le monsieur de la FIOC l'a mentionné avec les fleurs devant l'Assemblée nationale, comme les pommes délicieuses rouges qui ont été servies au congrès de la CAQ la semaine passée, qui venaient de Washington. On manque de réflexe pour supporter notre production locale et ça devrait être un incontournable. Je pense que c'est des petites actions qui sont faciles à faire, mais il faut développer ce réflexe-là. Merci. Merci beaucoup, donc, pour les commentaires venant de la salle. À vous, Pascal Tremblay. Alors, c'est ce qui nous amène à la pause, mesdames, messieurs. Merci beaucoup pour vos interventions. Et vous aurez aussi l'occasion de revenir et de recommenter l'information tout au cours de la journée. Vous avez compris la façon de procéder. Donc, on s'arrête pour une vingtaine de minutes, plus ou moins. Thé, café, jus, viennoiserie à l'extérieur dans le lobby signature. Mais je vous demande de réintégrer vos places, s'il vous plaît, pour 10h40. 10h40.